Vous faites peut-être partie des personnes qui, en sortant d'un bureau ou en sortant d'une salle de réunion, se sont dit, finalement, on a discuté pendant 1 heure, mais on n'a pas véritablement négocié. Je crois que la première des choses, déjà, c'est de s'entendre sur ce que veut dire négocier. Qu'est-ce que ça veut dire être en négociation dans la vie de tous les jours? Il faut, je crois, pour négocier, réunir un certain nombre de conditions. D'abord, la première des conditions pour négocier, c'est qu'il faut qu'il y ait un objet de négociation. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui, entre nous, fait négociation? Deuxième chose, il faut au moins 2 protagonistes. 3 éventuellement, plus aussi bien sûr, mais 2 protagonistes puisque la négociation, c'est aboutir ensemble à un accord, à un résultat. Pour qu'il y ait négociation, évidemment, il faut qu'il y ait une divergence ou un écart de point de vue. Quand nous nous entendons, quand nous sommes d'accord avec quelqu'un d'emblée, et heureusement ça arrive dans la vie de tous les jours, on se met d'accord tout de suite pour savoir ce que l'on fait. Si je rentre chez moi ce soir, que j'ai envie d'aller au cinéma, et que je dis est-ce qu'on peut aller au cinéma, et qu'on me répond oui tout de suite, bien entendu, il n'y a pas négociation, c'est une situation d'entente. Donc pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait une divergence, il faut qu'il y ait un écart, plus ou moins fort, plus ou moins sensible, ce qui conditionnera d'ailleurs très souvent la difficulté de la négociation. Autre chose également, pour qu'il y ait négociation, c'est une volonté d'aboutir. On le dit souvent, dans la négociation, lorsqu'il y a des difficultés, parfois insurmontables, c'est qu'on observe en fait que l'une des parties est présente mais n'a pas véritablement la volonté d'aboutir. Enfin, pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait une échéance, il faut qu'il y ait une date à tenir, comme on dit, une décision à prendre, et que cette décision soit prise dans un laps de temps que l'on aura souvent déterminé au passage. À partir de là, existence d'un écart, 2 protagonistes au moins, un objet de négociation, une volonté d'aboutir, on peut dire que concrètement, nous sommes en situation de négociation. À côté de cette notion d'hypothèse haute, qu'on appelle HH, il y a la possibilité d'un jeu en HHH, hypothèse hyper haute, dite tactique du bluff, poker, on appelle ça en jargon de métier os à ronger, c'est-à-dire des gens qui délibérément mettent la barre très très haut, avec tous les avantages et tous les risques que cela peut comporter. Risque en particulier d'une rupture immédiate, de quelqu'un qui nous dise « non, je ne suis pas d'accord, c'est pas la peine, moi je ne discute pas sur ces bases-là, etc. » Alors à quoi ça sert de jouer en HHH, en hypothèse hyper haute? En général, c'est très astucieux et on est dans un univers un petit peu d'habileté et de ruse au sens machiavélique là, puisque c'est chercher à relativiser l'hypothèse haute, c'est-à-dire en ayant eu l'idée préalable de mettre une hypothèse encore plus importante, on va relativiser celle que l'on va demander derrière. Et de ce fait, effectivement, avoir plus de chances peut-être, quand on sera sur sa véritable hypothèse haute, d'avoir un interlocuteur qui perçoive effectivement qu'il y a déjà là une amélioration. Donc c'est un jeu dangereux. Machiavel parlait de la tactique du pire, quand un prince lui demandait conseil, parce qu'il avait une mauvaise nouvelle annoncée à son peuple, en général Machiavel conseillait toujours le pire. S'il voulait augmenter les impôts de 10%, ce qui est déjà beaucoup, Machiavel lui conseillait de parler de 25%. Et évidemment, le prince s'affolait et Machiavel lui disait « mais non, prince, ne vous affolez pas, annoncez le pire ». Et en annonçant le pire, 3 semaines plus tard, quand il annonçait la vraie nouvelle, que disait le peuple? « Merci, prince, on a échappé au pire ». C'est quelque chose que des petits-enfants de 5-6 ans savent déjà faire. Quand ils annoncent une mauvaise nouvelle à leurs parents en rentrant de l'école, etc., et puis qu'à l'arrivée, ils font valoir la réalité de ce qui s'est produit. La mère ou le père disent « bon, c'est pas grave, je croyais que c'était pire que ça, etc. » Donc cette tactique du pire dans la négociation, elle existe. Vous avez sûrement compris que la négociation, ça n'est pas qu'une affaire de méthode, c'est aussi une affaire d'état d'esprit. Rien ne remplace l'expérience, mais rien n'interdit non plus, évidemment, d'accepter le principe d'un apprentissage. Je crois qu'il faudrait transformer chaque occasion de la vie en situation d'apprentissage. C'est à ce prix que l'on peut devenir négociateur. Je crois qu'on ne naît pas négociateur, même si on a certaines dispositions, mais on entretient ce savoir-faire, cette expérience, cette culture de la négociation par le jeu quotidien, en fait, de toutes les situations qui se prêtent à nous et dans lesquelles, à chaque fois, on peut chercher à progresser.